le choix de faire conclure cette journée par deux interventions politiques, avec Paul Vanier, qui est d'ailleurs un spécialiste de la territorialisation de l'éducation, qui en parlera très bien, et mieux que moi, et également par moi. Parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, l'éducation, c'est un sujet éminemment politique. Et qu'on a affaire à des gens qui vous disent que non, il faut soustraire ce domaine au champ du politique. Ce qui est en fait une fausse excuse pour laisser simplement régner l'idéologie. L'éducation, c'est un champ éminemment politique, et pourtant, le ministère de l'Éducation nationale n'a connu aucune alternance politique depuis 30 ans. C'est toujours la même pelote de réformes, souvent dictées par l'étranger avec 20 ans de retard, comme sur le Québec, qui est déroulée. Alors, pour refonder l'école, pourquoi pas, hein, je ne crois pas trop au bougisme et à la réforme à tout prix. Hein. Toute refondation, en tout cas, passera par la mise à bas de ces idéologies, 3 types d'idéologies qui ont convergé. L'idéologie de l'austérité, il faut réduire les coûts. C'est comme un mantra, Carthago, delenda est, il faut réduire les coûts. La deuxième idéologie, c'est une lubie, celle des pédagogistes, qui n'arrêtent pas de se plaindre, mais qui ont pourtant la main depuis 20 ans aussi. La dernière idéologie, c'est celle qui est plus reliée au libéralisme, c'est celle de l'utilité. L'école prépare à l'insertion professionnelle, et il doit donc y avoir une correspondance entre la sortie de l'école et la structuration du marché de l'emploi. Alors on est d'accord sur le diagnostic, et ce diagnostic, ma foi, il n'est pas très reluisant. On dit que l'école va mal, oui, ouais. Mais en fait, l'école va mal parce qu'elle n'a cessé d'être mise à mal par ceux-là même qui en avaient la charge. Et là, je ne vais pas faire dans le complotisme, c'est assez clair. Il y a les hauts fonctionnaires qui sont officiellement sans couleur politique, mais qui sont dans l'idéologie et qui prennent des décisions, pour le coup, politiques et qui concernent tout le monde, sans en avoir reçu le mandat, contrairement aux élus. Il y a aussi ces 22 ministres en 20 ans, 22 ministres en 20 ans, qui sont obsédés par l'idée de laisser leur nom dans l'histoire rattaché à une réforme, si mauvaise fut-elle. Fébrilité, agitation, bougisme, voilà, on n'a pas arrêté d'empiler les réformes, et ce qui est vraiment cocasse et un peu ridicule, c'est voir le même inspecteur revenir vous voir et défendre un système qu'il critiquait 5 ans avant, mais avec la même ferveur, le même enthousiasme. Puis enfin, il y a aussi ces pédagogistes idéologues qui sont toujours dans la réparation sociale symbolique, mais dans le symbolique, hein, et qui font une école pour les autres dans laquelle ils ne mettraient jamais leurs enfants, eux. Et pourtant, cette école, elle tient. On tient bien. C'est ce que j'essaie de dire. On tient bon ce matin. Que ce soit dans les territoires que l'on dit perdus, ou que ce soit dans les territoires ruraux qu'on oublie souvent, mais qui souffrent aussi énormément, territoires périphériques, l'école, c'est le premier service public, c'est celui qui tient le plus. Et il tient en cause des enseignants, grâce aux enseignants. Voilà. Et en même temps, j'en profite pour me féliciter moi-même, puisque je suis enseignante en collège. Donc, vous voyez, je dis aussi, je le félicite. On a quand même une ministre de gauche qui a critiqué, lors de sa allocution de rentrée solennelle, qui a critiqué l'école de la Troisième République en la rattachant à la défaite de 1940. Voilà ce qu'elle a osé faire. Reprenons justement l'argumentation de Pétain, qui rendait cette école justement responsable de la défaite. Pourtant, cette école, celle de Ferry, laïque, gratuite, obligatoire, c'est aussi celle du Front Populaire, c'est aussi celle de Jean Zay. Ma foi, ce n'est plus celle du PS, il va falloir en convenir. Alors, cette idéologie qui a remplacé le politique, il y en a de 3 ordres, je vous l'ai dit. Il y a d'abord l'austérité budgétaire. L'éducation a un coût, l'éducation est un coût qu'il faut absolument réduire. Le redoublement n'est pas supprimé parce qu'il est inutile, il est supprimé parce qu'il coûtait cher. La scolarité d'un élève au collège, je crois que c'est 5 800 € par an. Voilà. 5 ans au lieu de 4, mais c'est vraiment beaucoup trop cher. On supprime le redoublement et c'est une économie de 2 milliards. Une année la suppression des options non sélectives. Et là, on n'a pas encore assez insisté. Options non sélectives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les élèves en profitent sur la base du volontariat. Où est l'élitisme? Il suffit de vouloir. Aucune sélection. Pour moi, c'est le contraire de l'élitisme. La suppression de ces options, c'est une économie de 600 millions d'euros.
Ces économies, où sont-elles allées? Outre dans la communication, où on abuse, dans les équipements numériques, avec par exemple ce contrat passé sans appel d'offres avec Microsoft pour la généralisation des tablettes numériques, ou avec Amazon pour former les enseignants. C'est plus sexy les tablettes numériques, et surtout ça coûte beaucoup moins cher que de favoriser les petits effectifs. Vous savez, c'est l'excuse pédagogique. Oui, on peut avoir 35 élèves face à soi en maternelle, 30 élèves face à soi en CP, parce qu'il suffit de ne plus être dans le face-à-face, mais d'être dans le côte-à-côte. Et là, vous voyez toujours comment on passe du discours pédago au discours sur l'économie budgétaire. Alors, il faut d'abord occuper ses enfants, et les enseignants sont en passe de devenir tout simplement des opérateurs d'enseignement, voilà, des accompagnateurs de tablettes qui montreront simplement où les ranger le soir et comment les recharger. N'oubliez pas, notre vraie ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle Madame Robine, a dit que les élèves apprenaient mieux sans nous. Ils ont simplement besoin de Google. Google sait mieux les choses que nous. On n'a pas besoin de nous. Et en plus, nous, on est bêtes parce qu'on lit beaucoup trop. Alors, je ne veux pas avoir l'air d'être dans le discours corporatiste, parce que ce qui compte, bien sûr, ce sont les enfants. Mais on ne fait que parler de ça, parce que moi, personnellement, ça ne change pas fondamentalement ce qui va m'arriver professionnellement dans ma vie. C'est vraiment pour les enfants qu'on s'implique. L'idéologie du pédagogisme après celle de l'austérité, sous couvert de générosité, elle renforce, elle cylindre, elle sédimente la reproduction sociale. Parce qu'il faut le dire clairement, ce que l'école publique n'apporte pas à tous les enfants sera apporté par les familles à quelques enfants. Soit par la dépense et l'investissement dans une scolarité dans le privé, soit par des soutiens à domicile. Quand on abaisse l'ambition des savoirs, quand on les avilit en compétences, parce que pour moi c'est vraiment de l'ordre de l'avilissement, on renforce le rôle invisible des parents. Pour deux sociologues que j'apprécie beaucoup, et quand j'ai écouté l'intervention de Madame Bull tout à l'heure, qui était vraiment fantastique, j'ai retrouvé ce que j'avais lu chez elle, Sandrine Garcia et Anne-Claudine Audet dans Réapprendre à lire. Je cite ce qu'elle disait: ce sont les élèves de classe populaire qui subissent le plus la dévalorisation des aspects techniques de l'apprentissage, notamment de la lecture. Ce qu'on sait faire, nous, maintenant, c'est médicaliser les difficultés scolaires. Et les acronymes, on est très fort pour les produire. Les médecins scolaires se sont plaints qu'ils n'avaient plus le temps de rédiger les PAI, les parcours, les plans d'aide personnalisés par rapport à certaines difficultés. Ce sont les enseignants qui doivent maintenant, les professeurs principaux, rédiger ces PAI, y compris pour les élèves qui souffrent de diabète. Même pas simplement pour la dyslexie. Voilà. On a remplacé les médecins scolaires. Donc PPRE, PAI, pour 30 élèves, on veut favoriser la multiplicité des parcours. On médicalise des difficultés et on a un appel à la bienveillance. Parce que moi, ma nature profonde, c'est d'être malveillante. Donc on doit me rappeler que je dois être bienveillante. Avec cette injonction-là pour dire, on ne vous donne pas les moyens de corriger ces difficultés-là, mais vous allez les pallier simplement par votre amour de l'humanité, des enfants, et puis de donner des bonnes notes. On fait les choses en retard. Le Québec, on a parlé, tout ce qui était justement mis en question dans le monde anglo-saxon. Déjà, Basil Bernstein, en Angleterre, dans les années 70, avait montré que pour les enfants de milieu populaire, il fallait des pédagogies explicites, systématiques, de l'entraînement, de la répétition, développer l'attention et la concentration pour augmenter la mémoire de travail. Et là, je viens d'utiliser des mots odieux, grossiers, pour ceux qui nous dirigent. Travail, effort, routine. Pourtant, c'est bien ça qui est le plus efficace, contrairement à ce qu'ils disent. Et c'est lui qui avait utilisé cette expression que je trouve vraiment fantastique: on renforce l'action invisible des parents dans l'école. Mais voilà d'où vient la reproduction des inégalités sociales. C'est pas l'école qui peut tout faire. La différence, et je l'ai encore entendu tout à l'heure, c'est bien le milieu familial qui est différent. On doit pouvoir apporter ce que les familles n'apportent pas. Alors, les échecs et les insuffisances que pointe l'OCDE depuis 2000, mais ce ne sont pas les nôtres, ce sont ceux des pédagogistes, puisque ce sont leurs mesures qui sont mises en œuvre. Pourtant, aucun bilan n'a été tiré de la mise en œuvre de leur préconisation. Ou alors, par PISA, mais là on ne s'en vante pas, la dégradation est notable, mais par contre ils n'en sont jamais rendus responsables, on préfère accabler les enseignants. Alors, je parlais des deux stars de ce mouvement, François Dubet et sa complice du Rubella,
qui en 2015 ont sorti un livre qui s'appelle 10 propositions pour changer l'école. C'est surtout pour changer l'école des autres. Eux parlent de la discrimination par le diplôme. On comprend cette volonté de remplacer les épreuves écrites par des sélections sur des attitudes. Et c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure. On note des attitudes, le vivre ensemble, des compétences sociales. Ils sont même allés jusqu'à dire dans cet ouvrage que l'élévation du niveau d'instruction de la population devient une entrave à la cohésion sociale si c'est trop élevé. Donc il faut vraiment la réduire. Le minimum utile que chacun doit recevoir est recentré sur la socialisation des personnalités. Parce qu'il faut mieux vivre ensemble. Le mérite, c'est mal, c'est élitaire. L'exigence, c'est stigmatisant. Et je les cite, les élèves sont humiliés par l'école et les enseignants. Ils sont sans droit. Ils sont victimes de professeurs caractériels et méprisants. J'espère que vous êtes tous reconnus dans ce merveilleux portrait. Le mépris de Madame Vallaud-Belkacem envers le corps enseignant s'inscrit vraiment dans la même logique. Elle qui disait que les enfants s'ennuyaient à l'école. Oui, le but, c'est que l'école distrait. Et avec les tablettes et puis la chasse aux Pokémon, mais en dehors des couloirs, là, ils ne pourront plus s'ennuyer. Alors, est-ce que je suis dans le corporatisme? Encore une fois, non, parce que ces attaques ont eu des conséquences directes sur les élèves. Et là, je suis vraiment désolée de voir certains parents se réveiller, puis certains de mes collègues se réveiller. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas compris que cela avait un impact direct sur eux, leurs enfants ou leur matière, ils ont accepté. Maintenant, ils se réveillent. Il y a une cohérence et une connivence idéologique. La Libye est habile. Les opposants à cette réforme des collèges, c'est-à-dire nous, on a été discrédités, on a été présentés comme passéistes, élitaires, arc-boutés sur nos privilèges. On a même été qualifié par un auteur qui s'appelle Grégory Chamba, libéral libertaire, de réac publicain, voulant être dans la sélection sociale. Et être rassemblé, c'est la pédagogie noire du Front National. Voilà ce qu'on est censé mettre en place quand on veut simplement en revenir à une école de la transmission. Cette haine que les pédagogistes ont des enseignants leur permet de rallier des consommateurs d'école, certains hauts fonctionnaires et même le personnel politique, parce qu'en fait, ça justifie de baisser la dépense de l'éducation. Dans les faits, les effets de cette réforme, il faut être honnête, ces réformes ne font que nuire aux intérêts des élèves de classe populaire que eux prétendent défendre, dans le cadre d'une rhétorique compassionnelle et moralisatrice. Ce qu'on disait ce matin, il y a les méchants, il y a les gentils. Les 90% de réussite au bac G, un peu plus, se fracassent sur la réalité des 50% de taux d'échec en licence. Parce que la sélection, elle est juste différée en fait. Alors, on donne des consignes de bac, on donne des consignes de correction, on truque le thermomètre, il n'y a plus de fièvre. Alors oui, moi j'ai hâte de voir des médecins qui obtiendront leur diplôme par compétence, et juste parce qu'ils auront été présents. Cet échec, il est socialement différencié. Alors, ils ont supprimé les options d'excellence non sélectives. Ils découragent les parents des classes moyennes de maintenir leurs enfants dans le public. On est toujours dans cette culpabilisation. Et l'ouvrage de Dubé et du Rubella, c'est pas simplement une charge contre les profs, c'est une charge aussi contre les parents. Ces parents qui sont conscients de l'importance de l'éducation et qui, dès qu'ils le peuvent, quittent le public. Et le but, c'est bien cette école à l'américaine qu'ils souhaitent, c'est-à-dire une école au périmètre restreint, une école publique qui s'atrophie sur les clientèles captives, celles qui ne sont pas mobiles, avec un enseignement au rabais qui donne l'illusion de la réussite. Voilà comment on en arrive à une ghettoisation des établissements sociaux et ethniques. Je vais prononcer le mot. Le SNESCO, qui n'est pas simplement un repère de gauchistes, a répertorié 100 collèges ghetto. À plus de 95% de CSP moins défavorisés, avec une vraie, en plus, absence de mixité ethnique. Le nivellement vers le bas n'est pas favorable aux enfants des classes populaires, disons-le. Mais également, il n'est pas favorable aux autres enfants. Je le dis, la France est une république laïque, c'est une république sociale aussi. C'est ce que dit la Constitution. Nous contribuons tous à l'effort collectif par l'impôt à hauteur de nos moyens. Et je ne vois pas pour quelle raison je ne devrais me soucier que des enfants des classes populaires. Je veux une école publique de qualité pour les enfants des classes populaires comme pour les enfants des autres classes favorisées. C'est à ce prix-là qu'on aura la mixité. Je ne vais pas culpabiliser les familles de mieux gagner leur vie que les autres.
Alors nous sommes conscients de l'hypocrisie du ministère, hein, les classes bilingues, non sélectives, presque entièrement supprimées, mais en dehors de Paris, on l'a dit. Parce qu'en fait, il vaut mieux désespérer Billancourt que Boboland. Parce que de toute façon, à Billancourt, il y a de moins en moins d'ouvriers et ils votent FN. Donc ils sont absolument pas intéressants. Et comme ça, à Paris, les bobos ont l'argent, ils ont le beurre de l'entre-soi et ils ont l'argent du beurre des options de qualité, d'excellence, gratuites. Ils ont tout gagné. D'ailleurs, une note de l'OCDE qualifie cette catégorie sociale de consommateurs stratégiques. Alors c'est l'occasion pour moi d'évoquer le rôle de l'OCDE, pas trop de PISA, parce qu'on connaît bien, voilà. Les études PISA qui ont débuté en 2000, on est en 2016, on aurait dû voir d'abord les effets de ces belles réformes des pédagogistes, et en fait, l'échec noté, c'est d'abord le leur, hein, je préfère le dire. Je vais vous lire un extrait, mais terrible, de l'OCDE qui a élaboré des scénarios qui devaient être simplement un peu de scénarios de réflexion. Toute ressemblance avec les mesures mises en œuvre en France depuis une vingtaine d'années et renforcées dans ce quinquennat ne serait fortuite, mais vraiment que pour les naïfs ou les gens de mauvaise foi. Alors, il s'agit du scénario 2. Il envisage, je cite, l'extension du domaine du marché de l'éducation, parce que c'est un très beau gâteau, celui de l'éducation et de la formation. Au niveau mondial, il est évalué à 3 200 milliards d'euros, plus que le pétrole. Et voilà, ces gens-là, pour eux, les enfants, ce sont de belles parts de marché. Et en fait, si on veut adopter un langage libéral, une OPA hostile a été lancée sur le ministère de l'Éducation nationale. Jamais on n'aurait mis ensemble les mots éducation et marché. Parce que dans un cas, c'est un service public, et dans l'autre, c'est satisfaire une demande dans une logique de marchandisation. Eh bien si, le savoir, c'est un bien marchand, c'est ce que dit l'OCDE, et le TAFTA, le CETA, tous les accords internationaux visaient à faire de l'école, à déréguler l'école pour en faire un service marchand ordinaire. Je cite ce programme. Il s'agit d'intégrer une logique de marché dans son organisation, l'organisation de l'école, ses prestations et sa gestion. On retrouve l'idéologie des compétences, la sémantique managériale qui fait des inspecteurs maintenant des directeurs, des principaux sont des perdirs, des personnels de direction. On est dans des logiques de projet de classe, projet disciplinaire, projet d'établissement. On est dans les contrats d'objectifs, on est dans les IMP, voilà. C'est-à-dire qu'il faut trouver des systèmes dérogatoires au salariat, au fonctionnariat. Donc l'éducation n'est finalement plus qu'un segment du marché scolaire qui est coûteux dans un contexte de massification. La promesse républicaine, c'est coûteux. Vous vous rendez compte qu'on ose promettre à tous l'égalité d'accès au savoir, le droit à l'éducation, mais ça coûte cher. Il faut donc trouver des moyens de réduire les coûts. Je poursuis. Dans ce scénario, cette tendance se développe considérablement face au mécontentement général que suscite l'insuccès des structures relativement uniformes du système scolaire. Et face à ces pressions, les gouvernements encouragent la diversification et l'émergence de nouveaux prestataires par des structures de financement, des incitations, un important potentiel du marché au niveau national et international. Ménages et entreprises privées sont incités à porter. Le marché du soutien scolaire, Academia, les boîtes à bac, le développement du privé, la formation des enseignants qui a été confiée à une organisation qui n'est pas très catholique pour le coup, qui s'appelle Teach for France. Voilà. Il faudrait vraiment qu'on étudie le contrat, qui a déjà fait de gros dégâts à travers Teach for America, et qui maintenant est chargé de former les enseignants. C'est exactement dans cette logique. Je poursuis. Dans un climat de réorganisation totale, innovation et solutions imaginatives abondent, tout comme les expériences douloureuses de la transition. Les aspects positifs d'un renouveau de la réflexion voisinent avec des risques sensiblement accrus d'inégalité, d'exclusion et de relégation du système scolaire public au rang de résiduel. C'était un scénario qui a été élaboré dans les années 2000. Il est en passe d'être concrétisé. Comment il est concrétisé? L'obsession du numérique, du spiralaire, du curriculaire. Parce que le curriculaire, en fait, c'est cet horrible élément de langage anti-jacobin, pour le coup, des singularités territoriales. Les inégalités sont programmées au collège, l'école primaire. Madame Vallaud-Belkacem nous a dit qu'elle allait bientôt s'occuper de l'enseignement supérieur, pauvre de nous. Dans le public, maintenant, on donne moins à tout le monde. Voilà comment on conçoit l'égalité.
Les enfants des familles conscientes, capables, plus favorisées vont se débrouiller, pas de souci, en allant ailleurs, ce qui trahit déjà la promesse républicaine. Les autres enfants, non. Mais il y aura des gratifications symboliques, avec ces fausses réussites, des diplômes qui en fait ne sont devenus que des certificats de scolarité. Avec la réforme du brevet, que vous sachiez lire ou écrire ou non, vous partez avec 80 points. Alors je ne pars pas avec l'envie de supprimer, de rendre tout ça très difficile, mais que vous ne sachiez ni lire ni écrire, vous partez avec 80 points. Alors oui, bien sûr, tout le monde va avoir le brevet avec l'histoire des compétences à minima. La sélection n'est juste que repoussée. Plus dur sera la chute. Alors ce n'est pas un simple scénario, il a été confirmé notamment par un article paru dans la Tribune en 2016, disant que déjà un étudiant sur 5 suivait des cours dans l'enseignement privé, qu'une offre privée diverse et efficace a explosé en réponse à la dégradation du service public à court d'argent, dont se sont opérés notamment des fonds de pension, avec des mini-universités, comme sur le modèle américain. Donc ce système, ce n'est pas de la science-fiction, il y a une boussole idéologique. On a procédé par un petit pas, mais on est vraiment rentré dans cette logique-là. Alors moi aussi, je citais ce livre de Carole Barjon, mais qui sont les assassins de l'école, qui rapporte ses propos de Dubay. Ceux qui ne cessent de dénoncer la baisse du niveau imaginent souvent que l'école aurait pu se massifier tout en maintenant le niveau. Quel bel aveu! Face à la massification, il faut baisser le niveau pour acheter la paix sociale. Et c'est pour ça qu'il faut donner un maximum de diplômes, même si ces diplômes ne valent plus grand-chose. Il reconnaît donc la cause, il s'agit bien de traiter, de ventiler la massification moindre coût. Et là, on retombe sur un haut fonctionnaire, le rapport Tellon en 2004, qui disait que la notion de réussite pour tous ne doit pas prêter à malentendu. Ce serait à la fois une illusion pour les individus et une absurdité sociale, puisque les qualifications scolaires ne seraient plus associées même vaguement à la structure des emplois. L'école n'est pas là simplement pour instruire. On ne dit plus instruire, c'est un gros mot, c'est pas lycéiste, c'est réac. L'école occupe, elle distrait, elle éduque à peine. Quand on voit les programmes de l'EMC, je me demande si je dois mettre une mauvaise note aux élèves ou si je dois les dénoncer à la police. Puisqu'en fait, on est là pour évaluer le vivre ensemble. Les élèves qui échouent à ces tests-là seraient simplement des sociopathes. Alors, moi je remercie Alexandre Fiebig et puis beaucoup d'enseignants qui se démènent, qui consacrent une énergie folle à recenser toutes ces aberrations idéologiques. Notamment cet extrait du cahier de politique économique de l'OCDE toujours. Et l'éducation, c'est à rapporter à la logique de la souveraineté. Les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement. Et l'école peut progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des familles ou supprimer telle activité. On supprime les options. On incite les familles à aller dans le privé, à payer plus. Ils continuent toujours dans le même cynisme. Tous n'embrasseront pas une carrière dans la dynamique secteur de la nouvelle économie, de sorte que les programmes scolaires ne peuvent être conçus comme si tout devait aller loin. Version haut fonctionnaire. Version pédagogie, cela donne Dubay, qui a préconisé que les programmes scolaires devaient se caler sur ce que, je cite, doit savoir le plus faible des élèves quand ils sortent du système scolaire. Aucune émulation. Alors, je vais en terminer. La mise en série de ces réformes fait sens. Il y a une cohérence idéologique, c'est ça qu'il faut absolument comprendre. Dans un contexte de massification et d'austérité budgétaire, il faut traiter et ventiler la masse, dissimuler la sélection et la reproduction sociale, en faisant payer les familles qui peuvent aller dans le privé et en endormant les classes populaires, avec ces rêves d'opium, ces diplômes plus facilement acquis. On a présenté la réussite comme un droit de l'homme. L'important, c'est de participer. Vous participez, vous pourrez aller. Mais la présélection, elle continue à exister, que ce soit dans les prépas ou dans les grandes écoles. La reproduction sociale, elle continue malgré leurs excuses. Alors, je ne vais pas faire de la pub pour mon parti, de toute façon, c'est très clair. Nous sommes pour l'abrogation de la réforme. Les options d'excellence non sélective, ça devrait devenir la norme et pas l'exception. Donc, j'ai attrapé de très bonnes idées sur le latin à généraliser en 6e. Le français en primaire, oui. La suppression des ELCO, je suis pour. C'est là. Vous disiez tout à l'heure, il faut mettre les enfants au centre du système scolaire. Je crois que c'est Bayrou. Non, il faut mettre la réussite des enfants au centre du système scolaire. Il faut mettre l'enrichissement culturel, la culture.
des élèves. Il ne faut pas être dans cette logique utilitariste de les habituer déjà à être dans le consumérisme tout petit. Et je termine juste avec cette citation de Jean Zay, pour juste vous montrer l'écart entre la politique actuelle et un ministre de cette terrible école de la Troisième République. La justice sociale n'exige tel point que, quel que soit le point de départ, chacun puisse aller dans la direction choisie aussi loin et aussi haut que ses aptitudes ne lui permettront. Ben, Madame Vallaud-Belkacem, elle répond non. Assignation identitaire, singularité territoriale, demander de l'effort, c'est stigmatisant, c'est discriminatoire. Par contre, eux, leurs enfants iront dans les bonnes écoles. C'est quand on refuse aux autres ce qu'on veut pour soi, c'est cela, moi, que j'appelle la discrimination sociale. Et il faut retrouver ce logiciel républicain de l'effort, du travail, de la réussite, parce que c'est sur cette ambition-là, qui n'a rien d'identitaire, qui n'a rien de communautariste, qui est offerte à tous, parce que c'est offert par l'école publique. C'est comme ça qu'on pourra améliorer la situation, et pas simplement avec ses songes et ses fausses promesses. Je vous remercie.